Hello, bienvenue sur Report Art. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse spéciale Halloween. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette œuvre qui est un petit peu gore, donc je préfère vous prévenir pendant l'analyse. Évidemment, je vais zoomer sur certains détails de l'œuvre, donc si ça vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à passer ces passages. Je pense que si vous êtes un peu fanat de mythologie gréco-romaine, vous reconnaissez quand même facilement le personnage qui est représenté, puisque cette femme, elle est connue quand même depuis l'Antiquité, et aujourd'hui, elle est quand même très bien intégrée dans notre pop culture. Et d'ailleurs, elle a eu une grande exposition à Caen cette année ou l'année dernière, donc je peux que vous recommander de lire le catalogue d'expo qui allait avec cette exposition. Et vous vous en doutez, aujourd'hui on parle de Méduse. Je vais pas forcément faire tout un historique du personnage, on va parler de son historique avant la toile que je vous présente aujourd'hui, mais je vais pas forcément parler de ses réinterprétations féministes, etc., qui sont des choses beaucoup plus actuelles. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, allez regarder ce catalogue d'expo. Et nous, aujourd'hui, on va se focus sur la Méduse de Rubens, qu'il a peinte à peu près vers 1617-18. Il existe aussi plusieurs versions de cette toile, mais nous, on va rester sur celle de Vienne. Vous pouvez le voir, nous avons la tête de Méduse tout juste tranchée, qui gît sur une roche dans un décor aride et peu fourni. De son sang naît toutes sortes de reptiles qui semblent grouiller sur la pierre. Méduse, elle, lâche son dernier souffle dans une mort douloureuse, les yeux révulsés. Je pense que Rubens, ça vous dit quelque chose niveau nom d'artiste, surtout que, bon, il est quand même considéré comme l'un des plus grands maîtres de la peinture flamande baroque. On va quand même parler un petit peu de lui pour savoir où il en est au moment où il peint cette toile. Pierre-Paul Rubens naît dans le Saint-Empire germanique et il va pas mal bouger. Il va quand même vivre une bonne partie de sa vie à Anvers, aujourd'hui en Belgique. Et au moment du tableau, il a déjà voyagé en Italie, il a vu de grandes collections, notamment celle de la Galerie des Offices, etc. C'est un grand voyageur, ce qui est plutôt rare à l'époque, au vu des conditions dans lesquelles ils peuvent être faits, et puis il faut aussi avoir de l'argent. Lorsqu'il peint sa toile, il est de retour à Anvers et il est déjà bien établi en tant qu'artiste. Cette toile possède encore quelques mystères puisqu'on ne sait pas qui est le commanditaire. Aussi, il y a des hésitations concernant l'intervention d'un artiste animalier, Franz Schneiders, pour les animaux de la toile, mais ça va pas nous empêcher d'aller la regarder en détail. Évidemment, je vais commencer par le plus évident et vous parler de l'histoire de Méduse. Je pense que vous connaissez surtout la version des Métamorphoses d'Ovide, donc c'est-à-dire avec la pauvre Méduse qui se fait violer par Poséidon dans le temple d'Athéna. Athéna qui n'est pas contente et qui décide de priver Méduse de sa beauté en transformant ses cheveux en serpent et en maudissant son regard qui, à chaque fois qu'elle va regarder quelqu'un, va transformer cette personne en pierre et qui par la suite sera tuée par Persée qui va déjouer ce fameux regard en montrant le reflet de Méduse dans son bouclier, pouvoir lui trancher la tête, très sympathique, et utiliser la tête de Méduse pour ses prochaines quêtes avant de l'offrir à Athéna. Sauf que bien évidemment, vous vous en doutez, c'est quand même un mythe qui apparaît dans l'Antiquité. De l'Antiquité jusqu'à Rubens, il y a quand même quelques siècles, décennies, tout ça. Donc forcément, déjà la période antique, il y a plusieurs versions, et puis après les significations évoluent au fil des époques. Donc on va regarder un petit peu tout ça parce que c'est quand même intéressant. Les premières traces du mythe sont retrouvées dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, mais lui il va parler de Gorgos, qui donnera le terme de Gorgone. Ici, elle est gardienne des enfers et elle marque la limite entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est seulement au 8e siècle, avec la théogonie d'Hésiode, que le nom Méduse apparaît. Là, il va parler de 3 sœurs qui sont les Gorgones, avec Euryalée, Sténo et Méduse. Méduse qui, dans ce trio de sœurs, est la seule mortelle. Il évoque déjà le combat de Méduse et de Persée et de la naissance de Pégase et du sanglier ailé Chrysaor engendré par l'union forcée de Poséidon. Autre version, comme chez Euripide, c'est Athéna qui tue directement Méduse pour orner son bouclier de sa tête. Peu à peu, au niveau représentation, à l'époque romaine, on va voir l'apparition de cette Méduse aux cheveux de serpent, et pas forcément juste avec
des cheveux en serpentine, genre des cheveux ondulés on va dire. Là on va vraiment avoir des serpents incorporés dans sa chevelure. Évidemment les artistes ils vont pas mal faire d'efforts pour le regard de Méduse, puisque c'est avec ses yeux qu'elle pétrifie, c'est un peu tout le propos. À cette époque, elle représente plutôt le symbole du passage de la vie à la mort. On va arriver au Moyen-Âge où son iconographie va être peu présente. Ça veut pas dire que les textes ne passent pas de l'Antiquité au Moyen-Âge, bien au contraire. Les textes restent une référence assez importante, mais elle va être peu représentée dans les arts. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir de nouvelles versions qui apparaissent, puisque le mythe va être réinterprété d'un point de vue chrétien, où là, Méduse, c'est une grande pécheresse, et son combat avec Persée va représenter la lutte du bien contre le mal. Avec ses sœurs, elles peuvent être parfois représentées en tant qu'agricultrices. Ça peut paraître étrange, mais en fait ça vient d'une déviation du mot gorgone, qui veut aussi dire travailleur de la terre, donc c'est pour ça que ses sœurs et elles sont parfois représentées en tant qu'agricultrice, mais j'avoue qu'en faisant mes recherches, je ne m'attendais pas à voir Méduse dans un champ en train de travailler, mais ma foi. Aussi être représentée comme la fille du diable qui, avec ses sœurs, condamne en enfer quiconque succombe à leur œil. Méduse, elle est rusée, malhonnête, luxurieuse, et de son sang, après son combat, va naître la sagesse et la vie, puisque du coup le mal est mort. À la fin du Moyen-Âge, on va avoir le courant humaniste qui fait son apparition et qui va vraiment retourner aux sources premières, aux sources antiques. Chez Boccace, par exemple, Méduse, elle est extrêmement belle et c'est la puissance économique la plus importante du royaume, mais elle ne transforme pas les hommes en pierre. En fait, ce sont eux qui sont tellement subjugués par la beauté de Méduse qu'ils oublient qui ils sont. Persée, lui, il est vu comme un jeune homme qui veut s'emparer des richesses de Méduse. Et du coup, pour Boccace, ce sont les richesses qui engendrent le malheur et apportent convoitise, tourment et peur. Méduse, c'est une reine toute puissante qui est victime de sa beauté et de sa richesse. On va avoir d'autres versions à l'époque qui vont appuyer sur la beauté de Méduse, contrairement à l'Antiquité où on met plutôt en avant son côté monstrueux. À la fin du Moyen-Âge, on va avoir un texte de Christine de Pisan qui évoque que Méduse est cette fois violée par Apollon dans le temple d'Artémis. Méduse se transforme directement en serpent et ce serpent transforme les hommes en pierre, puis, encore une fois, Persée arrive et va achever l'animal. Pour Pisan, Méduse, c'est une métaphore d'une ville qui était d'une grande bonté, mais qui, à cause du vice de ses habitants, devient venimeuse comme un serpent. La morale générale de cette époque est aussi de se méfier d'une femme très belle aux mœurs légères, qui, par sa convoitise, prive les gens de leurs biens. Donc ça, c'était pour le Moyen-Âge. Et puis, on va arriver à la Renaissance. Et évidemment, cette période porte très bien son nom puisqu'on assiste aussi à la renaissance de Méduse dans les arts. Les chercheurs, ils parlent d'un point assez important à cette période qui permet un petit peu, l'apogée de cette représentation et notamment du motif de la tête coupée de Méduse. C'est que notre cher Léonard de Vinci aurait peint une Méduse, mais aujourd'hui, on n'a plus du tout de traces du tableau, seulement via quelques récits, notamment ceux de Vasari, pour ceux qui s'y connaissent en histoire de l'art. Malheureusement, on n'a plus son tableau, mais on sait que voilà, ça a été un peu un point important sur la représentation de Méduse à cette époque, et notamment chez le Caravage qui reprend la toile de Léonard de Vinci et qui nous permet un petit peu de voir à quoi aurait pu ressembler celle de Vinci, même si là c'est version Caravage. Ça donne une idée et on voit déjà un peu le côté gore et sanglant du sujet. Mais en tout cas, Léonard de Vinci joue un gros rôle sur la repopularisation de ce motif et les artistes de l'époque se basent plutôt sur la version des Métamorphoses d'Ovide, comme du coup chez ce fameux Caravage. Rubens, avec sa Méduse baroque, lui, il va aussi se baser sur les Métamorphoses d'Ovide, mais pas que. On va revenir dessus un petit peu après, puisque c'est quoi le baroque finalement? Ça va être un style, là je parle surtout du baroque flamand et pas des autres baroques. Ça va être quand même un style qui va adorer exagérer les mouvements, qui va exagérer les côtés dramatiques, la tension que peut avoir un sujet, et on va avoir aussi pas mal de jeux de contraste, notamment avec l'apparition du clair-obscur, que vous devez sûrement connaître, mais du coup forcément la décapitation de Méduse c'est un sujet un peu parfait pour Rubens. Sa Méduse elle est probablement inspirée des œuvres qu'il a pu voir en Italie, notamment aussi par la version du Caravage, et la tête de Méduse aurait pu être inspirée par l'expression de l'Alexandre mourant qu'il a pu voir en Italie, mais on va voir aussi qu'il se base sur
énormément de textes et de motifs, donc on va un petit peu les lister et vous allez voir que c'est une toile quand même assez savante niveau référence iconographique. Donc je vous l'ai dit, Rubens se base sur Ovide, mais il se base aussi sur un autre texte qui s'appelle La Pharsale de Lucain, et dans l'ouvrage, l'auteur fait une description assez détaillée de la naissance des serpents dans le sable libyen à partir des gouttes de sang, et il fait mention d'un drôle de reptile qui a 2 têtes, qui s'appelle un amphisbène, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Au niveau de l'attribution pour l'œuvre de Rubens, on sait pour sûr que c'est une œuvre de Rubens, mais pour ce qui est des animaux, on ne sait pas s'ils sont à 100% de Rubens ou si on a Franz Schneiders qui a participé à l'élaboration de ces animaux. Donc tout ce que je vais dire par rapport aux reptiles, si je dis il au singulier, etc., ça fait à la fois référence soit à Rubens, soit à Schneiders, en fonction de l'évolution de la recherche. Voilà. Pour toute cette nuée de serpents, on va avoir une multitude de sources, notamment Franz Floris, La chute des anges rebelles, on retrouve des serpents entremêlés. On va aussi retrouver des références aux illustrations de Naturalis Historiae Libri de Pline l'Ancien, ou encore des illustrations de l'Historia Animalium, livre 4 de Konrad Gessner, qui est un ouvrage que possède Rubens. À droite, on a 2 vipères qui s'accouplent, qui correspondent à la description de Pline l'Ancien, qui prétend que la femelle arrache la tête du mâle après l'accouplement. Un peu plus en bas, on va retrouver un serpent qui meurt en donnant naissance à des bébés serpents. Et c'est un serpent qui fait miroir à Méduse, puisque elle aussi meurt en donnant naissance à 2 fils. Et ce motif a pu être pris du détail de cette gravure que vous voyez là. On retrouve aussi un autre animal qui peut faire miroir à Méduse, c'est la salamandre, puisque dans une croyance populaire, il est dit que d'un seul regard, l'animal peut tuer un homme. Pour lui échapper, il faut un miroir qui permet de diriger les rayons du soleil sur la bête pour la tuer. Évidemment, c'est une histoire qui rappelle celle de Méduse. Pour ce qui est encore une fois de la représentation de la tête de Méduse, donc j'ai parlé de l'Alexandre Morand, mais ça pourrait aussi venir d'une gravure de son maître, qui est Otto von Finn, je suppose que ça se prononce comme ça, mais on va retrouver aussi un tableau qui est très similaire à celui de Rubens, d'un peintre inconnu. On voit voilà cette tête jetée au sol, dans une autre perspective, mais on sent que voilà, il y a un thème commun, mais malheureusement c'est pas possible de savoir qui a peint sa toile en premier. Dans l'œuvre, on va aussi repérer un récif montagneux, et étant donné qu'on est en Libye et la Pharsale, il s'agirait du mont Atlas, et Rubens ici fait allusion à Persée qui va vaincre le titan Atlas à l'aide de la tête de Méduse. Ce qui est aussi intéressant dans cette toile, c'est que par rapport à d'autres représentations de Méduse, lui, il va faire aucune allusion à Persée, si ce n'est la conséquence du combat à la tête tranchée, mais il n'y a pas de trace de Persée dans le tableau. Il n'y a pas non plus de trace d'Athéna, il n'y a pas non plus la trace du fameux bouclier qui a mené Méduse à sa perte. On est vraiment très focalisé sur Méduse en train de rendre son dernier souffle, et sa représentation elle est vraiment impressionnante parce qu'on voit que ses yeux sont totalement révulsés, qu'elle est vraiment en train de mourir, que sa peau est déjà en train de se décomposer, enfin vraiment on est dans du gore assez phénoménal, et c'est une œuvre qui est vraiment très 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 théâtrale. Sa tête, elle est aussi accompagnée d'un drap blanc qui pourrait faire comme un linceul. Il a vraiment réussi à capter ce dernier moment et c'est quand même assez impressionnant. Après, du coup, au niveau de ses contemporains, comment ils vont percevoir cette œuvre? Eh bien, on a le témoignage de Constantin Huygens, je suppose, qui est un humaniste, poète et homme politique, et qui, en vrai, est un personnage important si vous connaissez un peu le siècle d'or hollandais, etc. Bref, ce monsieur, il va décrire cette toile comme horrifique, car la mort vient de se produire et provoque l'horreur chez le spectateur, mais il n'arrive pas à oublier cette toile tellement elle l'a marqué. Il apprécie beaucoup le tableau puisqu'il le trouve à la fois vivant et beau, et il va mentionner aussi que ce tableau, lorsqu'il est exposé, il était tellement terrifiant qu'il était caché derrière un rideau, mais ce détail, faut pas se le cacher, ça participe aussi à la théâtralisation de la rencontre que peut avoir un spectateur avec cette toile, et de marquer encore plus les esprits. Voilà pour cette toile. Bon, c'était une édition spéciale, du coup l'analyse est peut-être un petit peu plus courte parce que j'ai pas eu énormément de temps pour faire mes recherches, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu. Et encore une fois, si vous voulez vraiment des réinterprétations
plutôt à partir du 18e jusqu'à nos jours de Méduse. Je vous conseille vraiment ce catalogue d'expo qui est assez efficace, même si de temps en temps il y a quelques petits termes qu'il faut aller chercher sur Google si vous y connaissez pas forcément en histoire de l'art, en histoire de l'esthétique, etc. Mais je vous le conseille fortement, c'est un très très beau catalogue. Et voilà pour nous. Nous on se retrouvera dimanche prochain, donc 2 vidéos dans la semaine, quel miracle. Salut!